Je voudrais d'abord remercier Madame Roufs et le gouvernement d'Andorre de m'avoir invitée. Et cette invitation m'a beaucoup stimulée parce que même si, de manière générale, quand je travaille avec des familles ou quand je forme des thérapeutes, bien sûr, les valeurs sont toujours présentes, la notion de valeur est toujours présente, j'avoue que je n'y avais jamais réfléchi en profondeur. Et donc, de devoir aborder ce thème ici m'a permis de re-réfléchir selon cette dimension-là qui pourtant était toujours présente préalablement. Alors, dès qu'un enfant naît dans une famille, il naît dans une famille, il naît dans un réseau humain, il naît dans une culture, et il est donc pris dans un ensemble de systèmes qui véhiculent des valeurs à différents niveaux. Et même si la naissance, normalement, est considérée comme un heureux événement, c'est ce qu'on dit, cette naissance va quand même entraîner un renouvellement et des tensions autour des valeurs justement à transmettre à cet enfant. Parce qu'effectivement, il y a les valeurs des parents au sein de la famille nucléaire, mais il peut aussi y avoir la famille élargie. Et puis, ce qui est particulier, c'est que quand un couple se forme, il peut se former soit dans un contexte qu'on appelle l'endogamie, c'est-à-dire en se choisissant parce que chacun trouve chez l'autre des valeurs qui sont communes aux siennes, mais un certain nombre de couples sont au contraire attirés par la différence. Ils sont attirés par la différence, ils sont séduits par la dissemblance du partenaire et ils construisent donc un couple mixte en essayant parfois aussi d'échapper aux valeurs de leur propre milieu d'origine, de se libérer d'un poids. Et donc, ils sont séduits par la nouveauté, par un sentiment de libération qui est apporté par les valeurs qui sont véhiculées par l'autre. Par contre, les familles d'origine ne vont pas toujours bien vivre ce genre de situation. Comme vous le voyez ici, la reine Elisabeth paraît un petit peu figée à côté de ce couple mixte. Il y a une espèce de malaise, de sentiment aussi peut-être de rejet ou de trahison ou de déloyauté de voir l'un de ses membres choisir de construire une famille avec quelqu'un qui vient d'un tout autre contexte culturel et qui a des valeurs totalement différentes. Mais on peut dire, parce qu'ici j'ai parlé du couple mixte au niveau macro-culturel, mais on peut aussi se dire que chaque famille en soi est une culture et que donc même quand on croit construire un couple endogame, comme on l'appelle, il y a quand même des chocs, des mini-chocs de culture, et on pourrait se dire que tout couple est mixte sur le plan culturel. Mais dès lors, la naissance d'un enfant dans un couple va amener à se repositionner par rapport à ces valeurs qu'au départ on a choisies comme étant différentes des siennes, qu'on a choisies comme attrayantes. Parce qu'à ce moment-là se pose la question de que va-t-on transmettre à l'enfant. Et je dirais qu'il est assez fréquent qu'il y a à ce moment-là des tensions qui se créent dans les couples, dans la mesure où le choix des valeurs concernant l'enfant est très prégnant. Et il peut exister depuis le départ. Va-t-on baptiser l'enfant ou pas? Dans quelle religion? On va plus tard, dans quel type d'école va-t-on le mettre? Quelles activités extrascolaires va-t-il choisir? Va-t-il être forcé ou induit à choisir? Donc, il y a à ce moment-là une espèce de guerre de valeurs autour des rites de passage concernant la naissance et la petite enfance, et dans lesquels vont aussi s'engouffrer les familles d'origine qui vont se sentir plus enclines
à participer au choix des valeurs à transmettre à l'enfant, dans la mesure où un nouveau lien biologique s'est créé entre les grands-parents et l'enfant, et ils se sentent donc plus justifiés d'intervenir là-dedans. Mais entrons peut-être en détail dans ce que c'est qu'une valeur avant que d'aller plus loin, parce que le mot valeur veut dire beaucoup de choses. Alors j'ai choisi, arbitrairement peut-être, en tout cas j'ai choisi les définitions de valeurs qui me convenaient en partant de 2 dictionnaires français qui sont des références assez fréquentes. D'abord dans le Larousse, qui définit entre autres une valeur comme ce qui est posé comme vrai, beau, bien d'un point de vue personnel ou selon les critères d'une société, et qui est donné comme un idéal à atteindre, comme quelque chose à défendre. Un autre dictionnaire, le Petit Robert, évoque aussi le caractère de ce qui répond aux normes idéales de son type, qui a de la qualité. Alors, ces valeurs ont évolué au cours du temps, en lien avec l'évolution de la société. Et si on reprend plutôt le XXe siècle, pour ne pas remonter trop loin, on peut se baser entre autres sur une analyse qu'on a faite d'Ortier qui a, je dirais, défini des étapes dans l'évolution de la famille et du coup des valeurs aussi qui sont prônées par la famille et qui sont imprégnées de l'évolution des valeurs au niveau de la société. C'est ainsi qu'il évoque qu'au seuil des années 40, on est plutôt dans une famille de type patriarcal et donc les valeurs sont d'abord transmises au travers d'une éducation sévère, assez rigide, dirigée par un chef de famille. En particulier, parmi d'autres valeurs, on trouve le respect des conventions, le goût du travail, l'amour de la patrie, l'intégrité morale, les bonnes manières, etc. Ensuite, le baby-boom de l'après-guerre amène la famille à se démocratiser dans un contexte où la société de consommation s'amplifie et où il y a aussi l'émancipation des femmes, avec les femmes qui sont moins à la maison aussi, qui travaillent de manière similaire aux pères. Ensuite, étape suivante, mai 68, toujours selon Dortier, où la famille quitte totalement le modèle autoritaire pour devenir libérale. Et enfin, dans les années 80, interviennent les images d'enfants rois. Les parents sont encouragés, entre autres par Françoise Dolto, à être à l'écoute des enfants. On découvre que les enfants sont de vraies personnes. Les nouveaux pères aussi commencent à manifester ces nouvelles attitudes. Et tout ça dans un contexte où la société, effectivement, cesse aussi d'être patriarcale et autoritaire. Dans certaines familles, non, je ne suis pas encore, dans certaines familles, l'autonomie entre les générations qui est apparue progressivement dans cette évolution que je vous décris, a été mise aussi au sommet des valeurs. Les parents qui sont nés après la guerre ont voulu défendre de plus en plus leur liberté et s'opposer à toute ingérence de la part de leurs propres parents. On a de plus en plus été vers la nucléarisation des familles et on a quitté, en tout cas en Occident, les familles claniques ou en tout cas les familles où les grands-parents étaient beaucoup plus présents. Et je dirais que cette valeur d'autonomie, de non-ingérence des autres générations, les parents ont essayé aussi de la transmettre à leurs enfants, entre autres en leur montrant eux-mêmes un exemple qui était un exemple, par exemple, où ils se sont investis beaucoup plus au niveau de leur profession et de leur vie sociale, en laissant les enfants beaucoup plus se développer par eux-mêmes ou en s'appuyant beaucoup plus sur le système scolaire. Ça a d'ailleurs posé des problèmes, les enseignants disant « mais nous ne sommes pas les éducateurs, les parents ont à prendre certaines responsabilités par rapport à l'éducation ». Toujours est-il que ce processus a amené dans certaines familles un fossé qui s'est
creusé entre des générations, qui font qu'aujourd'hui, ces parents de l'après-guerre qui sont devenus grands-parents vivent parfois une trop grande distance, voire une indifférence de la part de leur descendance. Rappelons donc que je l'ai déjà dit, que toutes les valeurs dont j'ai parlé jusqu'à présent sont largement tributaires des modes éducatifs prônés par la société et, entre autres, un autre sociologue de la famille, Keller-Hals, a décrit 3 styles éducatifs qui existent à l'heure actuelle, et chacun de ces styles, évidemment, véhicule un certain type de valeurs. Il décrit d'abord le style autoritaire, qui est fondé sur la discipline, sur le contrôle, et qui se retrouve plutôt dans les familles bourgeoises traditionnelles, et aussi dans certaines familles populaires, selon lui. Ensuite, il définit un style négociateur, qui, selon lui, est le plus répandu, où sont valorisés les échanges, la communication, l'autonomie est contrôlée par les parents, mais avec beaucoup d'échanges et de discussions. Et enfin, un style qu'il appelle maternel, je ne sais pas pourquoi, qui est en fait un mixte des 2 précédents, où il y a à la fois un souci d'obéissance et de contrôle, mais où il y a beaucoup de négociations, beaucoup de proximité avec l'enfant. En tant que thérapeute de famille, qui travaille donc essentiellement avec des familles, je m'appuie quand même et avec des couples, je m'appuie sur un pionnier, sur la phrase dite par l'un des pionniers de mon domaine qui s'appelle Karl Whittaker et qui a utilisé une formule un peu lapidaire mais que j'aime bien, qui était « l'individu n'existe pas, c'est un fragment de famille ». On pourrait d'ailleurs ajouter que la famille est un fragment de société, on pourrait emboîter un peu comme les poupées russes, chaque système dans un système plus large. Et donc, je ne dissocierai pas les valeurs de l'individu des valeurs de la famille, puisqu'ils baignent depuis la naissance dans un espèce d'océan familial de valeurs qui peuvent être en opposition entre elles, qui peuvent être en conflit, ou qui, au contraire, peuvent être cohérentes. Il arrive qu'un membre de famille ne respecte pas les valeurs familiales en désobéissant, par exemple, mais ça n'implique pas l'effacement de la valeur, parce qu'en général, il y a un aménagement. On cache la désobéissance, on ne la met pas forcément ouvertement sur le tapis, et donc, quelque part, on préserve la valeur prônée par la famille. Cependant, en grandissant, l'enfant qui devient adolescent commence à se rebeller ouvertement contre certaines des valeurs, mais à ce moment-là, ce qui arrive souvent, c'est qu'il adopte des attitudes entièrement opposées aux valeurs prônées par ses parents ou par son contexte adulte qui l'entoure. Et donc, il prône, lui, des valeurs qui sont en négatif, des valeurs prônées par son milieu, et il entre ainsi dans une espèce de pseudo-autonomie, parce qu'il doit entendre la famille dire blanc pour lui dire noir, ou bien la famille dire noir pour lui dire blanc. Donc ce n'est pas réellement une création de nouvelles valeurs et une création d'autonomie, c'est beaucoup plus une pseudo-autonomie, et c'est seulement à l'âge adulte qu'une prise de distance éventuelle peut se faire, une prise de distance sans nécessairement une rupture, mais pour entrer dans un nouveau système humain, et on recommence le couple, ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Mais détaillons quelques-unes des valeurs qui sont fréquemment portées dans les familles. Il y en a, différents auteurs et moi-même, on catégorié ces valeurs selon différents schémas. Je vais d'abord commencer par un schéma générique d'Emmanuel Todt qui parle de 2 grandes catégories de valeurs qui sont les valeurs universalistes versus les valeurs qui prônent le différentialisme. Alors, les valeurs universalistes ou l'universalisme prônent l'égalité. Autrement dit, l'égalité, la justice sont des valeurs suprêmes dans ces familles. On donne la même part de gâteau à chaque enfant et surtout, ces valeurs
se manifeste au travers de l'héritage, de la distribution du patrimoine, où on essaye de donner à égalité des mêmes parties de patrimoine aux différents membres d'une fratrie. Par contre, le différentialisme, qui existe encore dans certaines sociétés, et même chez nous, prône beaucoup plus des différences. Par exemple, le droit d'aînesse est une manifestation d'une valeur, de la valeur de la différence. Je discutais ce midi avec Madame Rouf, que je ne sais pas si je n'ai pas oublié de la remercier, parce que vraiment je trouve qu'elle fait beaucoup de choses pour ce congrès. Je discutais ce midi, elle me parlait de certaines familles ici en Andorre où il est clair que c'est l'aîné qui hérite des terrains, pour ne pas morceler les propriétés. Donc on est là, même si les autres reçoivent de l'argent ou d'autres choses, il y a quand même un différentialisme qui est là présent. Et donc on a donc ces valeurs-là. Et puis d'autres auteurs vont parler d'une autre valeur, je pense à Roussel en particulier, mais c'est une valeur à laquelle je suis très sensible, je vous en parlerai dans ma pratique, c'est le droit, la valeur du droit au bonheur, incontournable. Le couple et la famille me doivent le bonheur. C'est une valeur suprême qui aujourd'hui est très présente. Elle est parfois accompagnée aussi de la valeur de la vie privée, mais cette valeur du bonheur est relativement récente parce qu'au siècle précédent, c'était beaucoup plus la valeur d'assurer la survie qui était essentielle. Par exemple, le mariage n'était pas censé être un mariage d'amour. Le mariage était l'union d'avoir, de patrimoine, de noms, de choses de ce style-là, mais l'amour... Non, l'amour ne venait pas de surcroît, il n'était pas censé venir. Il était même parfois proscrit dans certains milieux. Donc, cette notion de la valeur suprême du bonheur a fragilisé, à mon sens, les couples aujourd'hui, en leur donnant un peu l'obligation d'être ce que j'appelle un couple thérapeutique. C'est-à-dire que les couples se doivent d'être producteurs de bonheur. Chacun doit apporter le bonheur à l'autre et s'il ne répond pas, s'il ne respecte pas cette valeur, c'est comme si le couple a complètement failli. Alors, ce qui est intéressant, c'est que aussi cette valeur du bonheur est considérée comme innée, comme intrinsèque. Elle est là, elle ne doit pas se travailler, elle n'est pas quelque chose qu'on rejoint, un objectif vers lequel on tend, non, elle est présente. Alors, il faut savoir que très fréquemment, dans un couple, au départ, il y a une passion, donc on ne se pose pas la question de fabriquer un bonheur, il est là, mais sur la durée, à ce moment-là, intervient le comment entretenir le bonheur. Mais ce comment entretenir n'existe pas parce qu'on considère très fréquemment, dans beaucoup de couples que je vois, qu'à partir du moment où il faut entretenir, c'est-à-dire travailler laborieusement, plus ou moins, ou faire un effort pour essayer de garder un bien-être, eh bien, on rentre, selon beaucoup de couples, dans un bonheur factice, parce qu'il n'est pas naturel, il n'est pas inné. Et donc, moi, je vois assez fréquemment dans ma pratique des couples qui viennent me consulter au bord de la séparation. La thérapie de couple étant une ultime tentative, mais bon, voilà, pour se dire qu'on a fait quelque chose, qui est parfois la seule tentative faite avant une rupture. Et je constate que très fréquemment, ces couples n'ont jamais évoqué réellement ensemble, suffisamment profondément, l'existence d'un malaise entre eux, puis d'un problème qui a grossi finalement en sentiment d'incompatibilité. Eh bien, tout ça, ils n'en ont pas parlé. C'est un peu comme si ils ont regardé passer le train conjugal, un peu comme les vaches regardent passer le train, et sans, en observant un déraillement, mais un peu avec un sentiment, non pas d'impuissance, mais avec
sans avoir l'idée qu'il y a moyen de faire quelque chose. Donc c'est en amont de l'impuissance. Et c'est parfois dans mon cabinet que lorsque ces couples abordent pour la première fois le mal-être qui est entre eux, et qu'ils vivent pourtant depuis fort longtemps, qu'ils ont l'impression de vivre soit une séance très ressourçante, alors que moi je n'ai rien fait, si ce n'est leur poser des questions, mais questions qui les a fait répondre et définir plus clairement leur malaise, et qui les a fait du coup entendre chacun la manière dont l'autre comprenait et vivait le couple, sous prétexte de répondre à mes questions. Mais c'était entre eux qu'ils ont entendu pour la première fois certaines choses. Alors, pour certains, d'entendre ça les amène quand même dans un dernier sursaut à se dire que peut-être ils peuvent devenir actifs, et pour d'autres, il y a un effroi devant l'abîme qui leur paraît quasiment infranchissable et qu'ils découvrent à ce moment-là. Alors, du coup, et en plus dans le contexte de l'individualisme et de l'autonomie qui est fort prôné aujourd'hui, nous avons donc le divorce qui paraît être la solution, la seule solution logique à cette situation que je viens de décrire, où c'est un peu comme si on jetait le couple comme un Kleenex à partir du moment où il n'est plus utilisable. Alors, une autre valeur qui est voilà, ça c'est le couple séparé. Une autre valeur qui est fréquente dans les familles, dans les couples aujourd'hui, c'est la valeur de la solidarité. Et ainsi, Claude Martin, entre autres, s'intéresse aux solidarités familiales, qui souvent passent aussi par des liens de loyauté, et mettent en évidence que très fréquemment, on trouve une certaine constance dans la solidarité familiale liée à la présence d'enfants, malgré une instabilité conjugale. Et il identifie là aussi différents modèles familiaux. Il définit la famille relationnelle, où on observe l'impératif, la valeur de l'autonomie et une dévalorisation de tout ce qui est dépendance intergénérationnelle, où les liens affectifs sont valorisés, mais aux dépens, pas du tout en fonction d'intérêts, mais simplement comme tel. La solidarité n'y est pas un devoir, mais elle baigne dans un climat de gratuité et de désintéressement. Le deuxième type de famille qu'il définit sont les familles qui valorisent le don spontané, non contraint, sans calcul d'équivalence et sans même nécessité, uniquement pour le plaisir de donner. J'ai relevé quelque part une phrase d'un poète italien qui s'appelle Paolo Universo qui dit « Les valeurs morales ne sont pas cotées en bourse ». On pourrait dire qu'ici c'est sans calcul, effectivement sans que ce soit coté en bourse. Et enfin, les troisième type de famille où il y a obligation et devoir de solidarité, et où c'est beaucoup plus contraignant. Et d'ailleurs, trois spécialistes aussi, trois sociologues de la famille, qui sont Mathias Donfus, Lapierre et Ségalen, évoquent à ce niveau-là les situations où l'on est prisonnier de la codépendance au sein des familles. Alors, les valeurs familiales et les contre-valeurs sont transmises de façon implicite et explicite par l'entourage signifiant de l'enfant. Par exemple, au travers d'attitudes parentales, par des interdits ou des connotations positives, et cela dès le plus jeune âge. Et il y a toute une série de valeurs qui sont très fréquentes. Par exemple, il faut obéir, valeur du respect et parfois de la soumission. Il faut se laver, valeur de l'hygiène. Il faut prier, valeur de la religion. On ne peut pas mentir, valeur de la vérité, ni tricher, honnêteté. Il faut respecter les autres, politesse, obéissance. Il est important de manger ensemble, convivialité, de respecter la nourriture, de ne pas la gaspiller, économie, de l'apprécier, valeur de la gastronomie, de bien travailler à l'école, travail, réussite scolaire, de lire, valorisation de la chose intellectuelle, de réparer ses jouets, valorisation du travail manuel, de ne pas se plaindre ni de pleurnicher, valeur du courage, de tout se dire, de ne rien cacher,
de ne pas être égoïste, il faut savoir se débrouiller seul, être indépendant, la curiosité d'esprit, l'originalité, la persévérance, l'argent, le patrimoine, le nom. Je vous cite pêle-mêle des tas de valeurs dans lesquelles peut-être vous allez reconnaître certaines de vos propres familles. Mais il faut arriver à les transmettre et il faut aussi transmettre les moyens de pouvoir respecter ces familles. Donc, les moyens aussi de pouvoir les affirmer face à des acteurs qui en ont d'autres et qui y sont opposés. Et une question émerge, est-ce qu'une valeur est un produit fini? Est-ce qu'une fois transmise, c'est-à-dire dite ou montrée, faut-il qu'elle soit intégralement et immédiatement adoptée et respectée pour qu'on la considère comme faisant partie du portefeuille de valeurs familiales? Ou bien, au contraire, la valeur est-elle un produit mouvant, influencé par le réseau social, culturel, et je pense que c'est évidemment un mélange des deux. Alors, j'ai aussi épinglé deux modes de transmission un peu particuliers des valeurs. La première, c'est le rituel. Alors, le rituel rappelle d'une façon métaphorique des valeurs partagées. Ici, c'est une photo que j'ai faite à un mariage. Oh non. Il n'y a pas de souris. À un mariage indien auquel j'ai participé. Et comme vous le voyez, les personnes que vous voyez qui ont des cheveux blancs en général, c'est en fait la famille élargie de deux mariés que vous voyez à peine. Ils sont au centre du cercle. On voit ici, c'est le marié. Il est assis par terre et on voit la mariée à côté. Enfin, on ne la voit pas, mais elle est à côté. Ils sont tous les deux assis par terre. Et la famille, les deux familles élargies tiennent un fil, je ne sais pas si vous le voyez, entourent le couple de mariés avec un fil que tout le monde tient vers le haut. Et donc, c'est un rituel intéressant parce qu'il n'est pas religieux, ce rituel-là, mais il représente métaphoriquement des valeurs qui sont censées, comme souvent dans les rituels, rester intemporelles. Il y a la solidarité, la loyauté du cercle élargi de la famille, voilà. Et je dirais que ce qui est intéressant dans les rituels, c'est que c'est un moment où les horloges individuelles de chaque membre de la famille se synchronisent dans un moment qui devient le moment du système familial, le moment commun, où à ce moment-là, tout le monde partage des valeurs communes, même si par ailleurs, il existe aussi des valeurs différentes dans les deux familles d'origine. Donc c'est un peu une espèce de douane. Le rituel est une douane par laquelle passent les temps individuels, ils se rencontrent, ils se réunissent là, et puis ils repartent chacun. Et nous savons tous que les rituels nous servent de repère. On dit c'était avant le mariage, pendant le mariage, après le mariage, avant l'enterrement, pendant, après, etc., etc. Alors, un autre type de passage de valeurs, de manifestation de valeurs, se passe à travers les contrats. Dans les contrats, on écrit certaines valeurs et rompre un contrat implique la rupture aussi et le rejet de ces valeurs. Alors je pense ici, je vais illustrer ça par un couple que j'ai vu il y a quelques années. Il s'agissait d'un couple d'éducateurs qui était un peu au départ babacool, mais je les ai vus, ils avaient une bonne trentaine d'années, ils avaient deux petits-enfants, ils étaient ensemble mariés selon leurs critères depuis 10 ans. Je dis selon leurs critères parce que ils avaient refusé le mariage et devant le maire et devant un religieux, mais ils avaient fait une cérémonie qu'ils avaient créée eux-mêmes avec un contrat. Ils avaient réuni toutes les deux familles ainsi que tous leurs amis et ils avaient construit un contrat qu'ils m'ont d'ailleurs apporté à la deuxième séance, qui était une feuille qu'ils avaient un peu parcheminée, enfin ils avaient un petit peu noirci
les bords de la feuille et il l'avait entouré d'un ruban rouge et c'était leur contrat de vie commune. Alors, pourquoi est-ce que j'ai vu ce couple? Eh bien, il m'a été envoyé parce que madame était déprimée. Elle était déprimée depuis quelques mois et monsieur avait beau lui demander ce qui se passait, il ne comprenait pas et elle ne lui disait rien. Elle restait mutique par rapport à sa tristesse et à sa déprime. Elle n'avait plus le cœur à travailler ni à s'occuper des enfants, etc. Et en fait, les choses se sont éclaircies par rapport à cette histoire de contrat. Parce que dans le contrat, il était stipulé que un des points du contrat, c'était que leur relation était bien sûr privilégiée, mais qu'ils pouvaient avoir des relations sur le côté, l'un comme l'autre. C'était un couple ouvert, à condition que leur relation à eux restait la relation la plus importante, la relation privilégiée. Bon. Pendant des années, ils n'ont pas eu pas sur le côté, je dirais, ni l'un ni l'autre. Et puis voilà que depuis 2-3 mois, monsieur était tombé amoureux d'une autre éducatrice du foyer pour ados dans lequel ils travaillaient tous les deux. Et il voulait pouvoir passer une nuit par semaine avec l'éducatrice en question. En fait, il était tout à fait respectueux du contrat et des valeurs de libéralisme, d'ouverture qui avaient été co-signées par tous les deux 10 ans plus tôt. Mais madame ne pouvait plus supporter ça et ne pouvait pas le dire, se sentant trahir elle-même un contrat auquel elle avait adhéré. Et donc, elle se déprimait, elle avait d'ailleurs une colère intérieure, parce que la dépression, c'est souvent une colère qu'on n'exprime pas, mais une colère liée à l'impuissance dans laquelle elle se sentait mise par rapport à ce contrat que son compagnon respectait totalement. Alors, ce cas est intéressant dans la mesure où il montre combien non seulement les valeurs sont liées à un contexte social, culturel et familial, mais elles peuvent aussi emprisonner dans un carcan les valeurs. Elles peuvent imposer une définition, en tout cas, de ce qu'on est ou de ce qu'on veut montrer qu'on est, de l'image qu'on veut montrer aux autres, quitte à trahir une intime conviction ou à censurer des choses qu'on ne pense plus ou qu'on considère comme incorrectes. Des valeurs peuvent devenir anachroniques. C'est d'ailleurs le cas ici pour madame. Et si on ne peut pas les remettre en question, elles persistent, mais on est alors dans l'impossibilité d'entrer dans une nouvelle étape et quelque part on gèle le développement du système, on arrive dans quelque chose où le temps s'arrête et où la famille et le couple est enfermé dans un tissage de traditions incontournables. Alors l'éducation, dont une large part consiste à transmettre des valeurs, implique aussi que le transmetteur soit convaincu par celle-ci. Il ne faut pas rentrer dans cette petite phrase qu'on connaît tous, qui est « faites ce que je dis et pas ce que je fais ». Il faut qu'il y ait une conviction, mais il faut aussi qu'il y ait la possibilité de hiérarchiser les valeurs, d'introduire un ordre de priorité. Et je pense ici à un autre cas qui est celui d'une brave famille. Ils n'étaient que 3, mais enfin voilà, j'aime bien cette image. Une brave famille qui est venue me voir dans un contexte assez particulier, dans la mesure où le problème en question, c'était donc 2 parents employés d'une bonne quarantaine d'années et un fils de 15 ans, un brave gosse, et il avait été surpris à voler un CD dans un supermarché. L'inspecteur l'avait surpris et l'inspecteur avait appelé les parents et avait dit aux parents, je ne connais pas cet inspecteur, c'est très particulier, mais il avait dit aux parents, écoutez, ou bien j'appelle la police, ou bien vous faites une thérapie familiale. Bon, alors ils étaient arrivés chez moi, voilà, et en fait en séance, le père disait au fils, mais pourquoi tu as volé? Tu as de l'argent de poche et puis tu aurais peut-être dû nous demander le CD, je ne sais pas si on te l'aurait donné, mais enfin, tu n'en as jamais parlé de ton désir de ce CD. Le fils répond, parce que les supermarchés sont des entreprises capitalistes et ils volent les clients. Parce qu'il a...
Alors le père dit, oui, mais ce que tu ignores, c'est que si tu avais réussi ton vol, tu serais sorti du magasin en passant par une caisse et la malheureuse caissière, qui est une prolétaire, aurait dû rembourser le CD qui avait disparu. Alors le fils répond, mais non, pas du tout, parce qu'on n'aurait pas su par quelle caisse je serais sorti du magasin, et donc on n'aurait pas su quelle caissière aurait dû rembourser le CD. À ce moment-là, j'interromps et je dis au père, excusez-moi, mais quel est le but de cette discussion? Est-ce que le but de cette discussion, c'est de trouver des bonnes raisons pour justifier l'acte du vol? Et le père s'arrête, abasourdi, et il me dit à ce moment-là à son fils, « Je ne veux pas que tu voles, on ne peut pas voler. » Alors c'est intéressant parce que c'était une famille un peu gentiment socialisante. Il y avait la valeur de la gauche, disons, mais il y avait aussi la question du vol, et là, il y avait une hiérarchie. Les deux valeurs avaient l'air d'être mises sur le même pied, alors qu'il a été nécessaire de hiérarchiser les choses. Alors, j'arrive au terme de cet exposé, que je vais terminer par une maxime que j'ai trouvée et que je trouve amusante, et qui donne à réfléchir, qui est une maxime de François de La Rochefoucauld, qu'il a écrite en 1664. On ne la voit pas, moi je vais vous dire. La parfaite valeur est de faire sans témoin ce qu'on serait capable de faire devant tout le monde. Merci.